Madame, Monsieur, bonsoir, c'est dimanche. Bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de Scène de Presse. Avec moi, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Bonsoir, Monsieur le ministre. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau, exactement 2 mois après votre dernier passage. Nous étions alors au début de cette crise sanitaire. Bienvenue. Merci. Bonsoir, madame. En face de vous, Marie-Roger Biloa, qui est la présidente du groupe Africa International et Merby Network. C'est un honneur de vous avoir sur le plateau de Scène de Presse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec vous, nous faisons le point de la croisade contre le coronavirus au Cameroun, de la prise en charge aux investissements consentis par l'État, en passant par les propositions de la pharmacopée traditionnelle, le rapport au 15-10, entre autres sujets. Les modules de la riposte sont passés en revue dans cette édition de Scène de Presse. Une fois de plus, bonsoir. Monsieur le ministre, alors, quelle est la situation du coronavirus au Cameroun ce soir? Alors, j'entends par situation peut-être les statistiques. Absolument. Comme je l'ai indiqué déjà, nous avons au jour d'aujourd'hui, en termes de cas positifs, c'est-à-dire des personnes qui ont été en contact avec le virus, nous avons 2579 cas. Et en termes de personnes qui ont recouvré leur santé et sont rentrées en communauté, nous avons 1467. Vous allez remarquer qu'entre les chiffres qui ont été donnés il y a cela quelque temps, il y a 2 personnes qui sont rajoutées. Donc nous avons en ce moment 1467 personnes qui ont retrouvé leur santé, sont redevenues négatifs et ils sont rentrés en communauté. Nous sommes à 114 décès en ce moment. Et puis, en termes de personnes hospitalisées, nous avons environ 1121 personnes qui sont dans nos hôpitaux et une trentaine qui sont sous oxygène. Alors, on est... Oui, allez-y. Juste sur les chiffres, Monsieur le ministre. D'abord, je veux dire, je suis ravie d'être là. Je me suis trouvée là par un concours de circonstances intéressant au moment où cette crise a éclaté. Et donc... c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi un peu le travail qui a été fait depuis déjà 2 mois. Et là, vous parlez de chiffres, Monsieur le ministre. Ça, c'est toujours dans cette affaire de coronavirus, on parle de chiffres, de chiffres et de chiffres. Et d'abord, ma question, comment ils sont calculés? Comment recueillez-vous ces chiffres? Et la deuxième qui va avec, est-ce que pour déterminer l'ampleur d'un phénomène comme celui-là, la seule façon de le mesurer, c'est par les chiffres? Alors, je pense que c'est des questions assez importantes et intéressantes parce que c'est des questions qui m'ont déjà été posées par plusieurs personnes sur mon compte Twitter. J'avais expliqué l'objectif qu'il y avait derrière les chiffres. En réalité, nous avions commencé à communiquer avec les chiffres parce qu'il fallait d'abord être transparent sur la maladie. Mais en plus, on avait une situation où la plupart de nos compatriotes ne croyaient pas du tout. Ils étaient dans une sorte de déni. De déni de la maladie. Ouais. Il y a même ceux qui sont allés jusqu'à dire c'est parce que nous voulions avoir un certain nombre de financements extérieurs que nous avons inventés, n'est-ce pas, des cas au Cameroun. Donc il fallait leur dire que la maladie est bien là et c'est en train de progresser. Et donc, il fallait leur donner ces chiffres pour pouvoir leur permettre de reprendre conscience, de rentrer dans la discipline, la responsabilité, et puis faire en sorte que nous soyons en mesure, n'est-ce pas, d'arrêter la propagation, sinon de freiner la propagation. Voilà l'objectif qui était derrière les chiffres. Maintenant, après cela, nous avons changé, n'est-ce pas, de stratégie. Nous avons dit, suffisamment, les Camerounais sont déjà
au parfum, de ce conscient de ce que la maladie existe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant leur dire comment nous faisons. C'est-à-dire quelle est la stratégie du gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie? Quel est le plan de riposte? Qu'est-ce que nous avons comme équipement derrière? Qu'est-ce que nous faisons pour le personnel de santé? Qu'est-ce que nous faisons pour la population? Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Et si vous avez remarqué, les points quotidiens que nous faisons au niveau du centre des urgences n'est plus axé sur les chiffres. Ma communication sur Twitter n'est plus axée sur les chiffres. Et puis maintenant, les instructions de Monsieur le Président de la République qui dirige, je le dis encore, cette lutte, cette réponse du Cameroun n'est plus axée sur les chiffres, mais davantage sur la stratégie. Et donc voilà un peu ce que nous faisons. Maintenant, comment nous recueillons les chiffres? Nous avons une plateforme. Parce que entre ce qui se dit et ce que nous disons, il y a deux choses. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup des cas suspects que les gens prennent comme des cas confirmés. Or, nous prenons les résultats qui sortent des laboratoires pour pouvoir en dire, voilà ce qui est confirmé comme cas positif au coronavirus. Et partout ailleurs, c'est ce que nous faisons en réalité. Donc, tant que nous n'avons pas cette confirmation, et si vous allez voir, même ceux qui décèdent et qui drainent une forte suspicion, n'est-ce pas, de Covid-19, nous tenons à faire un prélèvement post-mortem qu'on rentre dans les laboratoires pour pouvoir confirmer si oui ou non. Ça a deux objectifs. Non, c'est pas seulement pour pouvoir consolider nos données, mais davantage pour protéger les membres de la famille du défunt, ses contacts et tout le reste, parce que en réalité, le travail que nous faisons, c'est pas que de nous assurer ou de savoir si tel ou tel est mort de Covid ou pas. Mais c'est pour nous permettre de mieux travailler derrière, parce que notre travail, c'est d'arrêter la propagation du virus. Et tant que nous ne faisons pas ce travail-là et que nous laissons des cas suspects dans les communautés, nous serons toujours très surpris. Et donc, c'est la différence entre les cas suspects non avérés et les cas confirmés qui fait les disparités qu'on voit ici et là. Parce qu'il y a les chiffres du ministère et d'autres qu'on voit sur des sites divers. Même l'OMS, des fois, les chiffres sont divergents. Encore que l'OMS suit, en fait, parce que pour ne rien vous cacher, nous avons ce que nous appelons le CITREP. Alors, c'est quelque chose qui est produit par le centre des urgences sur la consolidation des données, et c'est ce qui est distribué aux partenaires en réalité. Okay. Bon, maintenant, il faudrait peut-être que nous essayons de faire la différence entre ce que certains ont souhaité au Cameroun. Et donc, ces chiffres, souvent, ils nous ont souhaité un certain nombre de choses. Nous n'en sommes pas encore là, mais comme ils veulent se forcer pour qu'on atteigne leur niveau, qu'on n'y sera pas. Voilà, ils commencent à le faire. Alors, Monsieur le ministre, vous avez dit 2579 cas positifs aujourd'hui au Cameroun. À quel stade de l'épidémie nous situons-nous? Sommes-nous au stade 2, au stade 3? Où est-ce qu'on en est? Alors, c'est clair que nous sommes au stade 2. Parce que si vous voyez le stade 1, c'est dans le cadre d'une importation. Le virus ne circule pas encore dans la communauté. Le stade 2, c'est lorsque le virus circule dans la communauté, mais pas d'une manière, j'allais dire, globale, c'est-à-dire une contamination, une propagation à une certaine vitesse, parce que ça, c'est le stade 3. En ce moment, nous sommes dans une transmission communautaire, mais on n'a pas encore atteint le stade 3. Nous sommes au stade 2. Qu'il y aura une accélération encore? Madame, ce que nous pensons, c'est davantage ce que la science nous dit en ce moment. Nous, si ce que nous pensons, nous voulons que ça s'arrête à ce moment. Même si on nous le demandait, nous, on voudrait que ça s'arrête demain. Mais les prévisions de la science, c'est autre chose. Donc, il y a des modélistes qui sont en train de faire de la modélisation de l'épidémie. La cinétique de l'épidémie, elle est connue. Mais ça demeure des prédictions, ça demeure juste des prévisions. Et on a encore donc le pic devant nous. Oui, nous n'avons pas encore atteint le pic, de toutes les manières. Alors, Monsieur le ministre, lorsqu'on rentre dans les chiffres, notamment le rapport de situation du Covid-19 dans la période allant du 1er au 4 mai, on note qu'il y a eu 62 décès dans la région du centre et 38 cas dans le littoral. À un moment, on avait cru à une sorte de résilience dans la région du centre. Que se passe-t-il dans cette région? Alors, je voudrais dire que sur le plan national, la région qui se comporte la mieux aujourd'hui, c'est la région du centre.
l'épidémie a commencé dans la région du centre. À ses débuts, on a certainement eu à essayer un certain nombre de choses, mais je peux vous dire que la prise en charge des malades au niveau de la région du centre est stabilisée. Le nombre de décès s'est stabilisé à ce niveau-là, parce que nous avons un très bon protocole aujourd'hui que nous appliquons. Nous avons de très bons personnels de santé qui s'occupent au quotidien. Et je crois que les grandes frayeurs que nous avons aujourd'hui, c'est au niveau de la région du littoral. Pourquoi nous avons la frayeur au niveau de la région du littoral? C'est que là-bas, et ça c'est ce que je voudrais d'ailleurs dénoncer ici, parce qu'il y a comme une stigmatisation des malades du Covid-19. Et ça, il faudrait que nous évitons de stigmatiser les malades du Covid-19. Il faudrait que les Camerounais, nous tous, nous comprenions que le Covid-19 n'est pas une maladie de la honte. C'est comme le palu qui nous tue. C'est comme la grippe que nous contractons. C'est comme d'autres maladies. Donc, il faudrait que quand on a des symptômes, quand on a des choses qui ressemblent à la Covid, qu'on aille vers les formations sanitaires, se faire dépister. Et si on a le Covid, qu'on se fasse traiter simplement. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que, au regard de la stigmatisation de l'ensemble des populations d'ailleurs, les malades du Covid tentent à se cacher dans les maisons. Et donc, c'est à la dernière minute où ils sont complètement dans un état, j'allais dire, assez dégradé, qu'ils nous viennent à l'hôpital. Et là, qu'est-ce que la magie que le personnel médical peut faire? Je ne vois pas. Donc, il y a cela que nous devons, au mépris d'ailleurs du secret médical, nous devons cesser la stigmatisation de personnel, de malades du Covid. Ça, il faut le dire. Maintenant, les familles également doivent contribuer dans cette lutte, parce que si vous avez quelqu'un de votre famille qui est malade, il vaut mieux que vous l'ameniez à l'hôpital. Parce qu'en l'amenant, vous vous protégez vous-même, vous protégez les autres membres de la famille, vous protégez même le malade en lui-même. Parce que je vous le dis, tôt il est pris en charge, mieux ça vaut. En réalité, nous ne devrons pas mourir de cette maladie. Alors, si je vous ai bien compris, Monsieur le ministre, votre développement sous-entend que les chiffres que nous avons ne reflètent pas en réalité ce qui se passe sur le terrain concernant ces deux régions-là. Je pense que peut-être je me suis fait mal comprendre, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, aujourd'hui, les chiffres que nous donnons reflètent la maladie que nous avons au Cameroun, reflètent le niveau de cette maladie au Cameroun. Parce que dans ce chiffre que nous donnons, nous prenons en compte les malades en communauté. Parce que à la fin, qu'est-ce que vous voulez? Quand quelqu'un décède en communauté, eux-mêmes, ils prennent souvent peur. Ils nous appellent pour faire un prélèvement post-mortem. Nous les comptabilisons toujours. La plupart, quand ils viennent à l'hôpital, ils viennent décider. Nous faisons un test, que ce soit post-mortem ou alors lorsqu'ils arrivent, nous le faisons. Donc, ça reflète en réalité le niveau, la réalité sur le terrain. Si je peux me permettre. Allez-y. Parce que nous parlons de personnes qui décèdent. Vous avez dit à juste titre, il faut le rappeler aux gens que ce n'est pas une maladie dont on meurt forcément et que plus de 90% de malades survivent et guérissent. Mais il en reste pas moins qu'il y en a quelques-uns qui meurent. Même malgré l'appel à ne pas stigmatiser. Comment se fait-il que, c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai fait une tribune là-dessus, comment se fait-il que, même si ce sont des morts de Covid, qui est une maladie contagieuse, et qu'on peut quand même bien contrôler, pourquoi on les enterre à la hâte, souvent loin des familles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour remédier à ça? Parce que c'est une immense violence sociale. On le sait, nous en Afrique, on a des traditions concernant la mort et ça touche au sacré. Et donc, qu'est-ce qui est fait depuis? Parce que je suppose que vous avez appris quelques leçons. Au début, on est tous très paniqués, on est subjugués, mais après, je crois qu'on peut faire la part des choses. On est un peu heurté dans nos us et coutumes. Alors, je voudrais dire une chose. Ce n'est pas une question purement camerounaise, là.
C'est exact. Le Covid n'est pas au Cameroun. Le traitement des corps de Covid n'est pas simplement un traitement camerounais. C'est vrai. Donc, mais on peut faire mieux, on peut innover. Voilà, c'est une question d'éthique internationale, une question de réglementation. Parce que vous savez très bien que le domaine de la santé est bien réglementé. Et nous avons l'instance fêtière qui est l'OMS. Alors maintenant, ce que je voudrais pouvoir dire à ce niveau-là, deux choses. Parce que la première chose, et je l'entends d'ailleurs un peu partout, on dit on l'enterre à l'insu de la famille. Non, ça ne se fait pas. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons des précautions pour protéger les membres de la famille. Et donc, on demande à ce que ce soit des mains expertes qui manipulent, n'est-ce pas, la dépouille et qui puissent l'inhumer. Mais la famille est là dans la plupart des cas. La famille est là. Maintenant, nous sommes en train d'aller effectivement un peu plus loin parce que c'est une question qui interpelle nos traditions, qui interpelle c'est des questions sociales. Donc, nous avons saisi le conseil scientifique qui est en train de travailler avec des anthropologues, d'ailleurs, pour voir comment nous pouvons améliorer cela, comment nous pouvons trouver des solutions qui puissent en même temps assurer la sécurité sanitaire de tout le monde, en même temps donner quand même, ne serait-ce qu'un peu plus de confort aux familles dans le cadre d'un décès Covid. Mais nous sommes en train de travailler dessus. Vous conviendrez que Ebola, c'est pas Ebola quand même, le Covid. C'est beaucoup moins grave et moins contagieux. Ouais. Alors, si vous permettez, on va marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse depuis l'annonce par le Premier ministre de l'allègement des mesures barrières, les débits de boissons, les boîtes de nuit, les cabarets ne désemplissent plus. Morceau choisi dans ce zooming de Oswald Nedoum. Voilà des mois maintenant que la pandémie du coronavirus a bouleversé le monde et les habitudes des hommes avec. Et le Cameroun n'a pas été épargné. Il a fallu s'adapter et adopter de nouveaux concepts. Port de masque facial, lavage régulier des mains à l'eau coulante et au savon, distanciation sociale ou plutôt physique, éternuement dans le creux du coude, salutations sans se serrer la main. La liste des obligations imposées par la pandémie était longue comme le bras, réunie sous le vocable de gestes barrières. Il a donc fallu s'y faire. Si certains se sont résignés, beaucoup ont dû y être contraints par obligation institutionnelle. Le port du masque s'est aussitôt généralisé dans les espaces publics sur l'ensemble du territoire national. Seulement, il n'a pas fait long feu. Quelque temps après, les masques sont tombés avec l'assouplissement des mesures édictées. L'erreur à ne pas commettre pourtant. Dans les rues, la vie semble suivre son cours normal, faisant fi de la menace qui plane toujours pourtant. De nombreux Camerounais ont vite fait de renouer avec les vieilles habitudes, comme s'ils étaient désormais hors de danger. Le masque a presque disparu dans le transport urbain. Le troisième client sur la banquette arrière des taximans, c'est comme tout ce qu'ils attendaient. Dans les rues, les porteurs de masques se font rares. D'ailleurs, au regard des autres, ce sont presque des extraterrestres. La population de ces rares spécimens tend aussi à se réduire chaque jour qui passe. Pour certains, le masque n'est plus qu'un simple accessoire, décoratif à la limite, qui pend à une oreille, car il ne couvre pas simplement le menton et rien d'autre. Vous avez dit distanciation sociale? À d'autres, les lieux publics sont toujours autant pris d'assaut par des grappes de Camerounais aux grandes dames des autorités qui auraient dû pouvoir compter sur la responsabilité de tout un chacun. Les bonbons d'eau et autres récipients à robinet destinés au lavage des mains, bien que visibles dans les espaces publics, reçoivent des visiteurs au compte-gouttes. N'allez surtout pas leur parler de lavage des mains toutes les 20 minutes. Beaucoup semblent d'ailleurs avoir mieux à faire. En plus, 20 secondes à se frotter les mains alors que l'on ne se souvient pas les avoir souillées récemment, c'est trop demandé. Il est du lavage des mains, du port du masque, de la distanciation sociale, comme de toutes les autres mesures barrières. Nombreux sont ces Camerounais qui ont du mal à s'en accommoder. Et ce, malgré les spots, les campagnes de sensibilisation tous azimuts, les reportages et autres affiches, dont le but est pourtant d'amener les populations à faire leur ces mesures barrières indispensables dans la lutte contre le coronavirus. Monsieur le ministre, ce reportage et ces images appellent un recadrage certain. Oui, quand je regarde ça, je suis un peu
un peu gêné parce qu'en réalité, le président de la République, en assouplissant un certain nombre de mesures, a bien répondu aux préoccupations des Camerounais. Et je pense que ça a été très bien perçu par l'ensemble des Camerounais. Mais sauf que derrière, nous constatons ce relâchement qui est inexplicable en réalité. Donc il y a un relâchement de comportement et je voudrais dire ici très clairement que nous n'avons pas encore passé le cap de la pandémie. Nous sommes encore en pleine pandémie et donc il n'y a pas de raison que nous baissions la garde. Nous devons continuer à observer les mesures barrières. Maintenant, non seulement nous devons continuer à observer les mesures barrières, il est nécessaire que ces mesures, comme par exemple le port de masque, je vois beaucoup qui mettent le masque sur le menton. Alors, ça ne sert à rien si vous devez mettre le masque sur le menton. Soit on le porte, soit on ne le porte pas. Alors, à ce moment, je voudrais quand même dire que le masque, son port, il est obligatoire lorsque nous allons dans des espaces ouverts au public, mais nous devons très bien le porter en nous couvrant le nez, la bouche et le menton. C'est comme ça que nous portons les masques. Et c'est difficile de le faire dans des buvettes, dans des boîtes de nuit. Nous devons nous accommoder parce que si certains le font, pourquoi nous ne le ferons pas? Nous devons nous accommoder à cela. Et si nous n'arrivons pas à le faire, il vaut mieux que nous restions chez nous, puisque ce n'est pas indispensable d'être dans une boîte de nuit, dans une buvette. Ce n'est pas indispensable. Et nous disons ici, restons chez nous plus de fois que nous pouvons, parce qu'en réalité, si ce n'est pas indispensable, nous ne devons pas être dehors. Mais, Monsieur le ministre, on est dans une situation où il y a eu beaucoup d'incrédulité. Les gens pensaient que la maladie n'existait pas, etc. Et on a eu beaucoup de mal à faire entrer les gens dans la pandémie, enfin dans la conscience de ce qui s'est passé. Et là, vous avez dit en début d'émission qu'on n'avait pas encore atteint le pic. On n'a pas encore atteint le pic. C'est-à-dire, le pire reste à venir. Et là, on assouplit les mesures. Alors, c'est pas très incompréhensible que les gens se relâchent. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui a fait qu'à ce stade précis de la pandémie, de son évolution, on décide de relâcher les lieux les plus improbables, les boîtes de nuit, les bars, parce que ce n'est pas les endroits où les gens sont très soucieux de respecter les règles de distanciation sociale, etc. Est-ce que vous n'avez pas envoyé un message contradictoire? Alors, moi, je pense que ce n'est pas un message contradictoire. Une fois encore, nous sommes là dans un débat qui n'est pas qu'un débat camerounais. Il faudrait toujours qu'on se réfère à tout ce que nous faisons. C'est pas forcément parce qu'on confine. C'est vrai, en France, on va déconfiner demain, mais on n'est pas en France. Et je dis encore, il y a 2 mois. Je dis encore que les mesures qui ont été prises par le Cameroun depuis le début de cette pandémie, notamment les mesures édictées par le président de la République, n'a pas suivi le chemin battu. Parce que quand je le dis, nous sommes dans un débat camerounais international, pas simplement camerounais. Ça ne veut pas dire que nous copions ce qui se fait ailleurs. Et si vous voyez bien la stratégie que le président de la République a arrêtée dans le cadre de cette pandémie, n'a pas suivi une stratégie ailleurs. C'était une stratégie unique. Que lui, il n'a pas fait de confinement. Voilà, il a su insuffler. Pourquoi il le fait? On devrait pouvoir se poser cette question, mais il faut prendre en compte tous les paramètres, tous les éléments qui constituent une société. Et nous l'avons dit dans l'un des piliers de notre stratégie, il faut éviter à la fin, parce que ceux qui l'ont fait, ils ont vu les conséquences après, il faut éviter de mettre le Camerounais, sinon le citoyen, devant un choix cornélien. La maladie d'un côté et la survie de l'autre côté. On n'est pas sûr de la réaction. Donc, je crois que c'est important que celui qui est censé être le garant, n'est-ce pas, de nos conditions socio-économiques, de nos conditions sanitaires, se rassure que le Camerounais pris globalement est en train, n'est-ce pas, d'avancer. Pas simplement parce que le Covid finira demain. Mais le Cameroun ne va pas s'arrêter de fonctionner. Le Covid va s'arrêter, mais le Cameroun va continuer. Et c'est pour cela que les mesures, l'assouplissement, c'est-à-dire qui est une réponse à ce que, à une observation globale, à ce que les Camerounais ont sollicité, et d'ailleurs qui est bien perçu par les Camerounais, répond donc à cette vision globale de ce que nous avons
en termes de fonctionnement d'un État, de fonctionnement d'une société. Et donc, je pense que le relâchement, en réalité, n'est pas lié à l'assouplissement. Simplement, c'est lié à une question... Ça donne quand même le signal que tout se calme. C'est une question de responsabilité alors, et de mauvaise interprétation. Moi, je pense que c'est ça. Et puis, ce n'est pas tous les Camerounais, il faut le dire, hein, ce n'est pas tous les Camerounais qui ont relâché. C'est un certain nombre de Camerounais qui ont pensé que c'est fini et qui ont commencé une victoire contre le coronavirus déjà. À le faire, mais ce n'est pas tous les Camerounais. Et je le dis encore, ça, je voudrais terminer sur ce point, à ce niveau-là. Je le dis encore, en ce moment, ce comportement que certains ont eu, c'est le personnel médical qui en paye le lourd tribut. Simplement parce qu'ils arrivent dans des conditions comme cela à l'hôpital, le personnel médical qui va au contact se fait infecter. Alors, donc, je crois qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose que nous devons... Voilà, il y a quelque chose que nous devrons faire à ce niveau-là et il faut que la plupart de nos compatriotes se rendent compte que nous sommes encore en pleine épidémie, ce n'est pas encore fini, nous devons observer toutes les mesures barrières qui ont été édictées jusque-là, porter régulièrement et obligatoirement notre masque lorsque nous sortons, sinon restons chez nous. Alors, monsieur le ministre, parlons de la prise en charge du Covid-19 et précisément des tests. On va commencer par là. Est-ce que le Cameroun en a en quantité? Est-ce que ces tests sont de qualité? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, ça, vous me donnez l'occasion de revenir sur un certain nombre de choses. Disons-nous que jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait environ 12 300 analyses, contrairement à ceux qui ont fait 500 et qui ont 50 cas ou 100 cas. Et ils pensent que... Parce qu'ici, il faudrait le dire, dans le cas d'une pandémie comme celle-ci, l'important n'est pas le nombre de cas positifs que nous avons. Parce que si vous le mettez en relation avec le nombre d'analyses faites, en réalité, la plupart, ils devraient être au-delà de cela. Donc, l'important ici n'est pas le nombre d'analyses que nous faisons. Donc, nous avons fait au Cameroun environ 12 300 à 400 analyses déjà. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui en termes de tests de biologie moléculaire? Nous pouvons en faire au jour d'aujourd'hui, en ce moment où nous parlons, environ 7500 sur. Mais à côté de cela, nous avons 5000 tests rapides. C'est le PCR, ce qu'ils appellent les tests Oui, PCR. le PCR, c'est 7500. Nous avons le test rapide que nous avons, qui nous vient du chef de l'État, le don du chef de l'État, qui est de très très bonne qualité, parce que c'est d'ailleurs le premier en ce moment. Même quand on est dans un contexte où on n'a pas encore eu un test rapide qui a été validé par l'OMS, mais c'est le meilleur de toutes les manières. C'est que le président de la République venait de nous offrir. Il y en a 5000. Et à côté de cela, nous avons un autre lot que nous avons acquis, qui est de 15 000 tests. Donc nous avons, en termes de tests rapides, en ce moment au pays, 20 000 tests rapides. Nous avons 7 500 PCR qui sont disséminés à travers le pays. Nous avons, vous savez, le PCR, il a 3 composantes. Il a une composante qui est kit d'extraction, et là, nous en avons 32 500 en ce moment au pays. Il y a 2 autres composantes, l'amorce et les enzymes. Ceux-là, nous avons 25 000 qui arrivent le 12, que nous avons commandé par le PNUD. Et maintenant, nous avons d'autres tests qui arrivent. Dès demain, nous avons 20 000 tests qui nous viennent du Gabon. Nous avons 25 000 tests qui nous arriveront. Pourquoi du Gabon? C'est le test que nous avons qui vient du Gabon et qui passe par le Gabon parce qu'en réalité, nous avons le cargo qui passe par là. C'est une question d'itinéraire. Voilà. Et donc, nous avons 25 000 tests que l'OMS va nous offrir. Donc, nous avons suffisamment de tests pour pouvoir monter en puissance dans le cadre du testing. Au sujet du test, monsieur le ministre, alors, le Cameroun fait partie des pays qui sont les plus atteints par cette pandémie en Afrique subsaharienne. Je ne suis pas sûr, madame. Ce n'est pas qu'on est le plus atteint, mais le Cameroun fait partie des pays qui testent le plus. Ah, voilà, c'est l'explication. C'est parce qu'il y a le plus de tests. Qui testent le plus, voilà. D'accord. Donc, c'est important. Sinon, c'est bien de le préciser parce que c'est une question de tests en réalité. Oui. Parce qu'il y a ceux qui n'ont fait que 500 tests depuis. Oui. Nous, en avons fait des dizaines. D'accord, c'est assez clair. Voilà. On vous a écouté, monsieur le ministre. Apparemment, manifestement, nous avons beaucoup de tests. Il y en a qui sont déjà disponibles, il y en a qui vont
arriver, mais il y a également au sein de la société des plaintes concernant ces tests-là. Parfois, les résultats sont attendus pendant longtemps. Parfois, dans certaines entreprises, on demande à être testé et il n'y a pas toujours moyen de se faire dépister. Alors, je crois que c'est deux choses bien différentes en réalité. Pourquoi est-ce qu'on demande et on n'est pas testé? Simplement parce que nous avons une définition des cas. C'est-à-dire, on ne va pas aller dans la rue et dire, bon, venez, je vous teste. Ou je me présente comme ça et dis, bon, testez-moi et on vous teste. Sinon, on n'arrivera pas, il va falloir avoir 25 millions de tests, parce que nous sommes 25 millions de Camerounais. Donc, nous avons, dans le cadre de notre démarche, mis en place, et qui a été validé d'ailleurs par le conseil scientifique, une définition des cas. Et c'est sur la base de cette définition de cas, lorsque vous vous présentez, on vous évalue. On vous pose un certain nombre de questions. Est-ce que vous avez été en contact? Est-ce que vous sentez telle chose? Si ça répond à la définition des cas, alors on vous fait un prélèvement. Mais si c'est une personne qui vient de Mokolo, qui vient de Koussiri, où le virus ne circule pas, il n'a pas été en contact, il n'a pas si, et il se présente et dit, je vais quand même me faire tester, on va lui dire non, on ne va pas vous tester maintenant parce que vous n'avez pas de signes, de soupçons, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a été en contact avec le virus. Ça, c'est une question. La deuxième question qui concernait en réalité j'allais dire la durée, n'est-ce pas, de test. Je voulais dire, le test en lui-même, c'est 6 heures. C'est-à-dire en 4, 5, 6 heures de temps, l'analyse, on l'a. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous envoyons des équipes, vous prélevez, on peut prendre 1 heure, on peut prendre 2 heures pour que l'échantillon parvienne au laboratoire. Le laboratoire prend 4, 5, 6 heures pour tester. Et deux fois, si jamais il y a un doute sur le résultat, nous retestons. Donc, ça peut prendre quand même environ 10 heures de temps. Là où nous reconnaissons qu'il y a eu un petit dysfonctionnement, c'est que c'est le rendu des résultats qui devait transiter. Voilà, le rendu des résultats qui transite généralement par le système de gestion d'incidents. Et comme ce résultat doit être traité, c'est-à-dire pour pouvoir être mis sur la plateforme, pour pouvoir rentrer dans notre donnée, deux fois, ça a mis un peu plus de temps. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus pour que ce trajet, n'est-ce pas, soit fluidifié et qu'au plus tard, à 24 heures, vous ayez votre résultat systématiquement. Et j'ai même pris une circulaire dans ce sens-là pour demander à tous les laboratoires de pouvoir délivrer des résultats le plus rapidement et les personnes qui sont susceptibles de les avoir, qu'ils les aient en 24 heures au plus. Alors, qu'en est-il du suivi des contacts? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Sont-ils tous testés? Justement, sinon on ne parlerait plus de suivi de contact parce que quand on parle de suivi de contact tracing, comme on dit, c'est l'identification du contact, l'évaluation du risque. Et puis, si le risque n'est pas immédiat, nous suivons, parce que chaque contact a une fiche individuelle et qui a une visite ou un appel tous les 2 jours ou les 3 jours pour qu'on évalue un peu sa situation. Est-ce que ça évolue, ça n'évolue pas? Il y a des contacts maintenant qui passent du simple contact à un contact suspect. À ce moment-là, ils nous intéressent directement, nous pouvons les prélever pour pouvoir savoir est-ce qu'effectivement on a un risque ici. Mais ce n'est pas tous les contacts qui sont systématiquement J'ai juste une petite prélevés. question là, concernant les tests. Oui. Vous savez que, par exemple, au Sénégal, ils ont réussi à développer leurs propres tests avec des collaborations internationales. Où en est la recherche au Cameroun, chez nous ici? Est-ce que c'est pensable que des tests puissent être développés au Cameroun? Je voudrais dire, l'Institut Pasteur... je voudrais dire sur le Sénégal que le Sénégal n'a pas encore développé un test. Ils sont en train de développer. Le Centre Pasteur du Sénégal... Sommes-nous aussi? Sommes-nous aussi en train? Le Centre Pasteur est en train de développer un test. Ouais. Et nous ne sommes même pas sûrs que nous les aurons d'ici 2 à 3 semaines. Parce que nous sommes en discutant avec eux, nous sommes intéressés. Mais sur le plan de la recherche au niveau du Cameroun, effectivement, le ministère de la Recherche a été commis parce qu'ils ont des laboratoires, ils ont des chercheurs qui sont là-dessus également. Maintenant, on n'a pas encore un horizon, certes, mais ils sont en train de travailler dessus. Donc, ça veut dire quand même que nous aussi, nous sommes sur des pistes.
Alors justement, parlant de ces tests, je vous propose de regarder ce zooming qui nous est proposé par Irène Njana Fouda. S'auto-dépister via son téléphone, c'est une application qui est proposée par l'IAI Cameroun en partenariat avec une start-up portugaise. À chaque lien, son point d'ancrage à la riposte digitale contre le coronavirus sous l'impulsion de l'IAI Cameroun qui importe la start-up portugaise Preflet. C'est en vue de mettre le test de dépistage du Covid-19 à la portée de la population locale faisant usage du téléphone mobile. L'application est traduite en français et en anglais. Elle est très simple à faire. Ce sont 11 questions. Ça prend moins d'1 minute. Une fois les 11 questions répondues, l'application, elle donne un retour, une première analyse si le risque est faible, si le risque est moyen ou si le risque est élevé. En fonction du résultat, elle propose une action de prévention et elle propose toujours, au cas où c'est nécessaire, le contact immédiat avec les numéros désignés par le ministère de la Santé du Cameroun. L'IAI Cameroun jouit également de tous les droits pour vulgariser à l'échelle nationale la solution informatique relevant de la compétence de ces ingénieurs. Pour réaliser cette application, nous avons dû partager les rôles. Donc, après que la partie portugaise ait donc mis en place le module qui permet de s'auto-tester pour contre le coronavirus, la partie camerounaise, elle avait pour rôle d'assurer le suivi des statistiques de façon automatique. L'intelligence artificielle née de ce partenariat bilatéral fait tomber le masque des TIC et du numérique pour maintenir les applications utiles confinées dans les autoroutes de l'information. On a dit s'auto-dépister, Monsieur le ministre, vous préférez qu'on parle d'évaluation qui peut après conduire à un test, c'est bien cela? Oui, parce qu'il faudrait faire la différence. Les mots ici ont un sens dans le cadre de la pandémie du Covid-19. J'ai même entendu s'auto-dépister. Non, on ne s'auto-pas dépister au travers d'un instrument informatique. Non, ici, il s'agit d'une évaluation. Il s'auto-évalue. Et cette évaluation vous donne simplement l'information suivant laquelle il faudrait certainement peut-être aller vers un test ou non. Donc ça, vous avez ici le niveau, j'allais dire, de risque. Et après cela, vous rentrez donc dans la définition des cas que nous avons. Est-ce que nous sommes dans un cas suspect où il faut à tout prix aller se faire dépister ou alors nous sommes hors de portée? Donc ça, c'est une évaluation, une auto-évaluation, ce n'est pas un auto-dépistage. Monsieur le ministre, je voudrais maintenant que nous parlions du plateau technique. Il y a eu de nouvelles acquisitions depuis quelques semaines. Je voudrais qu'on parle des respirateurs. La demande était forte. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Nous avons en ce moment prêt à être, parce que nous avons déjà eu des respirateurs avant, on avait une dizaine de respirateurs que nous avons déjà placés dans les formations sanitaires. Et il y a une polémique sur les respirateurs qui sont plus dangereux qu'autre chose maintenant. Je ne pense pas, parce que les respirateurs sont des équipements nécessaires pour des cas sévères. Oui. Aujourd'hui, pour des cas sévères. Et les respirateurs doivent être utilisés par des mains expertes parce qu'il ne faudrait pas qu'on le mette à la disposition de tout le monde. Et donc, ça peut être dangereux et comme tout autre produit d'ailleurs, si jamais ce sont des mains inexpertes qui l'utilisent. Mais nous avons déjà prédisposé dans les formations sanitaires environ 10 respirateurs. En ce moment, nous avons 28 respirateurs qui doivent être également envoyés dans les formations sanitaires. Et nous avons un don des Camerounais de la diaspora qui nous ont aidés et nous ont fait acheminer 64 respirateurs. Je pense que ça arrivera la semaine prochaine. Et je crois que nous aurons quand même un niveau de relèvement un peu plus important. Et puis nous en avons également recommandé 80.
Donc nous voulons profiter effectivement pour relever notre plateau technique. Voilà en ce qui concerne les respirateurs. Maintenant, on a d'autres équipements de protection individuelle, mais si vous voulez, on pourra en parler. Et si nous parlons maintenant des sites, des centres de traitement agréés, mais des sites qui ont été ouverts, notamment au niveau de Orca, au niveau du stade militaire, pour ne citer que ces exemples-là. Aujourd'hui, ces sites sont-ils déjà fonctionnels? Rappelons que les centres spécialisés de prise en charge du Covid sont une décision du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il a souhaité qu'on ait des centres réservés exclusivement à la prise en charge du Covid pour laisser le système de santé marcher normalement, parce qu'en réalité, là, on a constaté qu'il y a des Camerounais qui souffrent d'autres pathologies, mais réussissent à aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur. On leur a dit, si vous allez vous faire infecter par le coronavirus. Et donc, le président de la République a voulu qu'on sorte les malades du Covid des hôpitaux pour les faire rentrer dans des centres spécialisés. Et aujourd'hui, effectivement, que ce soit à Orca, que ce soit le stade militaire, que ce soit Mbapelepe à Douala, où il y a ça, c'est des sites qui sont à un niveau avancé dans le cadre de leur préparation. Nous pensons d'ailleurs que la semaine prochaine, on pourrait déjà accueillir les premiers malades. Les lits sont prédisposés. En ce moment, si vous allez au stade militaire, vous allez trouver des lits. Le personnel viendra d'où? Des différentes formations sanitaires auxquelles ces sites-là sont rattachés? Évidemment, parce que c'est ça l'objectif, de pouvoir rattacher ces sites, ces centres spécialisés à une formation sanitaire bien précise. Là, nous avons désigné les responsables de ces centres spécialisés. Il leur revient maintenant, en rapport avec le directeur, pour ce qui est de Yaoundé, le directeur de l'hôpital central, de discuter et de pouvoir trouver du personnel, les former et pouvoir les mettre à la disposition de centres spécialisés. Mais d'ores et déjà, ceux qui sont sortis de l'école, parce que nous avons une cuvée d'environ 600 personnels de santé qui venaient de sortir de l'école, nous les avons tous mis à la disposition des délégués régionaux pour qu'ils puissent aider à ce niveau-là. Est-ce que vous avez suffisamment de personnel? Est-ce qu'il n'y a pas une pénurie à un moment donné, puisqu'on a besoin de personnel pour les autres maladies? Évidemment, il n'y a pas que le Covid. Et là, évidemment, vous parlez d'une nouvelle cuvée. Et on vous dit partout qu'un des problèmes qui se posent, pas seulement au Cameroun, c'est la disponibilité du personnel. Comment ça se présente? Vous trouvez qu'il y a assez, il y a quelque chose à faire de mieux? Pour le moment, il y a une unité qui s'en occupe. C'est-à-dire, et que vous avez suffisamment de personnel? Lorsque nous avons enclenché la version alerte du centre des opérations d'urgence, nous avons une unité qui s'occupe de cela. C'est-à-dire qui discute les questions de personnel, les questions de formation, n'est-ce pas? Et là, sur le coup, effectivement, nous avons fait un certain nombre de simulations et toutes les fois que le besoin se fait sentir, on mobilise ce qu'on a sous la main. Mais pour le moment, dans le cadre des centres, des unités d'isolement, nous n'avons pas encore de problème de personnel. La rotation se fait très bien et la prise en charge est optimale en ce moment. Parlons, Monsieur le ministre, si vous voulez bien, des personnes confinées. Quel est le suivi qui leur est réservé? Certains se disent abandonnés par les personnels de santé, ou alors ne pas recevoir une attention particulière, tout au moins celle qu'elles souhaiteraient avoir. Alors, c'est une situation peut-être qui est arrivée au départ. Parce que lorsque le président de la République avait décidé de la fermeture des frontières, nous avons pris la mesure de mise en quarantaine systématique. J'allais dire que ces récriminations auraient pu vraiment prospérer, parce qu'en réalité, on venait de faire face à cela, et entre les structures d'accueil, l'organisation du personnel de santé, il y avait quand même quelques manquements, il faut le reconnaître. Mais là, il y en a eu partout, rassurez-vous, voilà. Partout, même dans les prix. Voilà. De plus en plus maintenant, on n'en a plus ce genre de problème. Parce que lorsque vous êtes autoconfiné, c'est-à-dire vous êtes confiné à domicile, nous engageons, dans le cadre de la décentralisation déjà, nous engageons le district de santé qui est là, c'est-à-dire qui de votre ressort, qui vous suit en réalité.
D'ailleurs, le problème qu'ils ont... Qui vous suit comment? Il vous suit parce qu'il identifie votre résidence, il prend votre numéro de téléphone. Alors, il vous appelle pour savoir quel est votre... Est-ce que vous avez pris vos paramètres aujourd'hui? C'était quoi ces paramètres-là? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes toujours chez vous? Il vous suit. Maintenant, si le besoin se fait sentir, il vient chez vous, vous regardez à domicile et il repart. Voilà un peu le système qu'on a mis sur place. D'autres, on l'a préféré parce que les conditions de confinement à domicile n'étaient pas réunies. Donc, on a préféré le sortir de la communauté et les confiner dans un centre comme Olembe, comme dans certains hôpitaux. Et ça s'est passé très bien, parce que si vous allez à Olembe, il y a même, n'est-ce pas, c'est comme un hôpital, puisqu'il y a une unité qui est dédiée spécialement pour suivre ceux qui sont là. Donc, je crois que pour le moment, ça c'est du passé, ce genre de récrimination. Alors, Marie-Roger, on a beaucoup parlé de la pharmacopée traditionnelle ces dernières semaines. Il y a eu le Covid organique malgache. Il y a au Cameroun le protocole proposé par Monseigneur Cléda. Il y a Ngoulbetara du groupe RIRCO. Alors, Monsieur le ministre, quel est le rapport que les pouvoirs publics, ou tout au moins que vous avez à ces différentes propositions qui nous viennent de la pharmacopée traditionnelle? Notre rapport avec la pharmacopée traditionnelle, sinon la médecine traditionnelle, ne date pas du Covid. Malheureusement ou heureusement pour ceux qui sont positivistes. Ça ne date pas du Covid parce que cette préoccupation a toujours fait l'objet, n'est-ce pas, de réflexion au niveau du ministère de la Santé et du gouvernement camerounais en réalité. Nous sommes dans une démarche de structuration en réalité, avec tout ce que cela comporte en termes de sécurité, de biosécurité, de sécurité sanitaire des personnels, en termes de démarches scientifiques à mettre en place, en termes. Donc, nous sommes dans cette structuration et le Covid vient nous trouver. Maintenant, nous avons des propositions. Nous disons peut-être qu'on va assouplir les conditions que nous avons au départ pour pouvoir accompagner les personnes, mais il y a un minimum quand même à mettre en place. Il faudrait s'assurer que le produit que nous donnons à X ou à Y n'est pas nocif. Parce que le principe actif, s'il est connu, oui. Mais si on n'a pas d'informations, on nous dit simplement ce produit soigne. Comment apprécier? Donc, il faut évaluer les produits qui nous sont préparés. Est-ce que cette évaluation-là est faite? Est-ce qu'il y a des essais qui sont faits? Est-ce que le comité scientifique au Cameroun s'en préoccupe? Justement, puisque si vous avez bien vu les informations de ces derniers jours, nous avons envoyé une équipe rencontrer Monseigneur Cléda, par exemple. Ils ont discuté et l'équipe devrait arrêter avec Monseigneur Cléda une démarche d'évaluation d'abord du produit et puis d'essai après, parce que l'essai c'est à la fin, n'est-ce pas, du processus. Il faudra faire un certain nombre de choses avant de pouvoir maintenant aller à l'essai à grande échelle. Donc cette évaluation, cet accompagnement est en cours de structuration avec Monseigneur Cléda, par exemple. Donc nous, on n'a pas fermé la porte, nous allons vers l'accompagnement de cette forme et puisque nous pensons d'ailleurs, nous pensons que l'Afrique a son mot à dire, a quelque chose à offrir dans ce sens-là. Et pourquoi ne pas le dire? Peut-être que l'avenir, n'est-ce pas, de la médecine viendra de cette médecine traditionnelle. Donc nous sommes ouverts à cela. Alors, Monsieur le ministre, justement, je crois que l'un des résultats de ce Covid, on ne peut pas encore faire le bilan total, mais à ce stade, une des choses qui frappe, c'est qu'il y a des solutions africaines qui émergent. Les Africains dans différents pays ont vu patauger les plus grandes puissances, mais vraiment dans l'impréparation et l'inefficacité. Il n'y a même pas de médicaments établis. Et on a vu cette émergence c'était plus au niveau des guérisseurs derrière la cour. C'était un chef d'État, Monseigneur Cléda, et dans d'autres pays, à des niveaux très élevés, des gens qui proposaient des solutions. Et vous n'avez pas l'impression que, même si vous nous dites ici que la relation avec la médecine traditionnelle et le ministère de la Santé ne date pas d'aujourd'hui, mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a là une impulsion supplémentaire qui restera
et qui va peut-être vous amener à vous intéresser davantage, à donner des moyens pour accompagner la recherche dans ce domaine-là. Je suis d'accord avec vous, madame. Nous avons d'ailleurs l'INPM qui fait déjà dans les recherches sur les plantes depuis des années et qui est accompagné par le gouvernement parce que c'est une instance publique. Donc, je suis d'accord avec vous que davantage nous allons accompagner toutes ces démarches sur la médecine traditionnelle. C'est inévitable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que l'avenir de l'Afrique, de la médecine, peut venir de la médecine traditionnelle. Est-ce que cet épisode n'a pas affaibli l'OMS, par exemple? On connaît aussi ses réticences vis-à-vis de l'artémisia. Et ça a été rappelé beaucoup massivement ces temps-ci. Est-ce que l'OMS, est-ce que l'idée d'avoir, par exemple, une instance d'homologation scientifique africaine, déjà, que ce soit, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Mais je pense qu'on n'est pas là dans un rapport de force, parce que toute structure est organisée. Et toutes les fois que vous voulez sortir de l'organisation, vous vous mettez en marche. On n'est pas obligé de sortir. Donc, on n'est pas obligé de sortir, mais faire des instances. Je ne suis pas en train de dire que la médecine traditionnelle sort de là. Je dis ni que nous on sort de l'OMS. C'est parce que vous avez dit est-ce que ça n'affaiblit pas l'OMS. Je dis non. Nous sommes toutes structures organisées. Nous sommes dans une organisation. Maintenant, à l'intérieur de cette organisation, il peut émerger un certain nombre de choses qui ne rentrent pas tout de suite dans ce qui est formel, n'est-ce pas? Et qui peut, dans un moment ou dans un autre, puisque même dans notre pays, au départ, lorsqu'on parlait de la médecine traditionnelle, il y avait une fermeture, n'est-ce pas, de l'instance publique. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une ouverture. Et donc, nous attendons pas à ce qu'il y ait un antagonisme ou une confrontation entre l'OMS et la médecine traditionnelle, ça n'arrivera pas. Mais ce sera une évolution de la médecine. On espère. Aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous faites des produits qui sont proposés par cette pharmacopée-là? À Douala, il y a un certain nombre de témoignages qui sont faits, des personnes qui disent avoir pris le produit proposé par Monseigneur Samuel Cléda. La semaine dernière, nous recevions le docteur Ndi, biochimiste, qui disait avoir pu guérir, entre guillemets, certaines personnes souffrant du Covid-19. Quel est le contrôle après coup que fait le ministère de la Santé? Madame, dans le domaine de la santé, je souhaite qu'on ne fonctionne pas par la passion, mais par la science. Ne nous laissons pas, j'allais dire, séduire par des témoignages, mais prenons les données scientifiques. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que notre conseil scientifique nous dit par rapport à telle ou à telle autre chose? Toutes les fois que nous allons poursuivre la voix de nos cœurs, les patients, nous pensons qu'on pourrait le regretter. Donc là, nous sommes dans une démarche bien précise, structurée, formelle, et nous pensons que cette démarche devrait pouvoir nous emmener, n'est-ce pas, à la fin de l'évaluation, à la fin, puisque nous sommes en train d'aller avec ceux qui sont en charge de ces produits-là, à la fin, on pourra dire oui, nous pouvons aller à l'essai. Non, ici, nous n'avons pas toutes les conditions de sécurité, mais on va encore travailler davantage. Voilà ce que nous devons faire. Mais laissons-nous guider par la science. Parce que nous sommes dans un domaine assez sensible et important. Donc, si nous nous laissons distraire par des patients, on risque de ne pas atteindre notre objectif qui est l'immunisation de la population et la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Et pour ça, il faut peut-être compter désormais avec les politiques qui se mêlent de la lutte contre le Covid-19. La question qui est posée aux journalistes ce soir, c'est celle de savoir si ces politiques jouent franc jeu. Et c'est dans la rubrique Édito. Jusqu'où va la sincérité de tout homme politique? L'homme politique va vous dire, je vais apporter le bonheur à mon peuple, je vais essayer de résoudre ce problème. Même quand il sait qu'il n'arrivera pas, il va toujours dire, je vais essayer de trouver des solutions pour que mon peuple soit épanoui. C'est ce qui se fait actuellement. On constate qu'il y a une incohérence entre la mesure de la gratuité de la prise en charge des patients dans les formations sanitaires et l'applicabilité ou bien la réalité de cette mesure sur
le terrain. Les hôpitaux continuent de soumettre des prestations aux familles qui sont contraintes de payer des factures. Face à une situation comme celle que nous vivons en ce moment, la crise sanitaire, chaque acteur voudrait d'emblée tirer la couverture de son côté et donc voudrait montrer que c'est lui qui peut véritablement apporter des solutions aux problèmes des populations. Ceux qui sont à la quête du pouvoir, vous avez vu, sont en train de se déployer sur le terrain pour essayer de montrer leur proximité, leur écoute, n'est-ce pas, avec les problèmes que peut éprouver tout un peuple quand c'est le cas actuellement. Est-ce qu'ils réussissent toujours, n'est-ce pas, à être sincères? C'est ça la véritable question. Entre ce que le gouvernement dit et la réalité sur le terrain, il y a un gap. Les formations sanitaires justifient qu'elles n'ont pas reçu assez de moyens pour lutter contre le coronavirus, ce qui fragilise déjà la riposte gouvernementale. Maintenant, il y a de l'autre côté des autres acteurs politiques qui pensent que c'est l'occasion ou jamais de tirer les ficelles, montrer aux yeux de l'opinion que le pouvoir en place ne peut pas apporter des solutions aux aspirations des populations. Et donc, vous voyez ces acteurs-là qui, chaque semaine, font circuler des informations vraies ou fausses, tout simplement parce qu'ils veulent être au devant de l'actualité, parce qu'ils veulent attirer la sympathie des populations. Vous allez vous retrouver dans la rue des gens qui sont dans les bars qu'on a rouverts, qui sont dans les marchés et qui se comportent comme depuis la décision du Premier ministre, comme si la pandémie n'existait plus. Donc, vous voyez, c'est à ce moment-là que l'homme politique, autant en amont, il prend des dispositions, mais il a d'autres responsabilités qu'il ne peut pas assumer. Au moment où on prend les 13 premières mesures, seulement 3 régions du Cameroun sont infectées. À ce moment-là, les éminents professeurs de la médecine, les épidémiologistes sont formels. Il faut instaurer une sorte de cordon sanitaire avec les autres, entre ces 3 régions-là et les autres régions du Cameroun pour limiter la contamination. Mais sauf que le gouvernement a fait fi de ces recommandations-là. Il faudrait également regarder l'applicabilité dans les mesures gouvernementales. La suite des échanges et des explications sur le plateau de scène de presse. Je rappelle que c'est la formule que nous avons adoptée depuis le début de cette crise sanitaire. Scène de presse, ce n'est plus le débat. Scène de presse, c'est l'explication. Scène de presse, c'est la sensibilisation. Scène de presse, c'est l'information. Alors, monsieur le ministre, je voudrais que nous parlions des personnels de santé. Quelle est la place qui est réservée à ces personnels dans le cadre de la riposte contre le coronavirus? Alors, je ne peux pas évoquer le personnel de santé dans le cadre d'une réponse à d'une question comme celle-ci sans toutefois leur rendre un hommage appuyé. Ceux-là même qui sont au premier front, qui sont, n'est-ce pas, chaque jour confrontés à des difficultés, chaque jour qui font un sacrifice pour s'occuper des malades, pour prévenir, pour aller au-devant d'un certain nombre de préoccupations, méritent, n'est-ce pas, qu'on leur dise merci, qu'on reconnaisse ce sacrifice qu'ils font chaque jour. Et donc, je voudrais qu'on leur rende un hommage appuyé au niveau de cette émission, au niveau de notre nation. Maintenant, quelle est la place qu'ils occupent? Évidemment, c'est une place centrale dans notre plan de riposte. On ne peut pas avoir de riposte sans personnel de santé. Donc, tout ce que nous faisons, nous construisons autour du personnel de santé, c'est ce que nous faisons en ce moment. Et donc, c'est notre principal instrument, j'allais dire, outil de réponse, et nous devons en prendre le plus grand soin. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les efforts que nous faisons en termes d'équipement, en termes de matériel, nous mettons un accent sur la protection du personnel de santé. Parce que sans ces personnels-là, nous sommes tous exposés. Et donc, ceux qui partent, n'est-ce pas, au-devant de la pandémie doivent être protégés, alors sérieusement protégés. Est-ce que c'est le cas, justement? Il n'y a pas une faiblesse à ce niveau-là? Ils se plaignent de ne pas, justement, être suffisamment équipés. Alors, oui. Juste pour appuyer ce que vous dites, j'en donne juste quelques chiffres. Je rappelle que 109 personnels de santé ont déjà été touchés par le Covid-19 et parmi les 109, on compte malheureusement 7 décès.
Alors, les chiffres que vous donnez ne sont pas les miens, mais on n'allons pas polémiquer sur les chiffres. Tout ce que nous pouvons dire ici, c'est que effectivement, il y a certains personnels de santé qui sont touchés. Et si vous avez vu la circulaire que j'ai faite la semaine dernière, si vous avez vu les termes de la réunion que j'ai tenue avec les responsables des formations sanitaires, les ordres professionnels, c'est pour leur dire faisons attention parce qu'il y a certaines formations sanitaires privées qui prennent beaucoup de risques sans toutefois équiper leur personnel, mais acceptent de s'occuper, n'est-ce pas, des malades du Covid parce qu'ils veulent prendre un peu d'argent, disons-le comme ça. Mais je dis, il faut que nous soyons quand même raisonnables à ce point-là. Et vous précisez que ces formations ne sont pas habilitées à le faire. Et justement, ils ne sont pas habilités à le faire puisque nous avons identifié. Et je vous ai dit tout à l'heure que le président de la République a demandé qu'on ne dissémine pas les malades du Covid à travers la ville. Donc, nous avons identifié des formations qui devront le faire et des centres spécialisés pour la prise en charge du Covid. Les autres centres devraient automatiquement référer les malades du Covid dans ces lieux parlant des centres de santé, juste vite fait, je vous avais vu à un moment donné, il y a quelques semaines avant le Covid, faire un contrôle, vérifier un petit peu la légalité des centres de santé qui sont éparpillés. C'était à Douala. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait pas mal d'entre eux qui n'avaient pas lieu d'exister. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je sais que ce n'est pas Covid, mais enfin, on parle des centres de santé. Est-ce que il y a un système de rappel à l'ordre ou même de suppression, de fermeture qui est prévu? Bon, là, vous parlez de l'assainissement de la carte sanitaire. Absolument. C'est une activité qui est permanente et qui se poursuit régulièrement. Ce n'est pas simplement parce qu'il y avait une campagne ou c'est pas moi, mais c'est une activité qui se poursuit. Nous sommes dans cette activité d'assainissement de la carte sanitaire avec les ordres professionnels. Mais je voudrais revenir encore à la protection du personnel de santé pour indiquer quelques chiffres, si vous le voulez bien. La semaine dernière, en termes de déploiement de matériel qui est en priorité destiné au personnel de santé, au personnel de laboratoire et aux équipes d'investigation rapide sur le terrain, nous avons sorti 18 000 combinaisons qui sont des combinaisons de soins. Nous avons sorti 300 000 gants de soins. Nous avons sorti 125 000 masques, 200 000 surchaussures, 15 000 masques FFP2, qui sont que des masques effectivement pour les soins. Nous avons sorti 45 000 sur bottes, 15 000 sur blouse, et ainsi de suite. Voilà ce que nous avons sorti. Et ce que nous sommes en train de sortir, parce qu'il y a déjà un état de répartition qui est faite, c'est que nous sommes en train de sortir dès demain, c'est 11 100 combinaisons, 265 000 gants de soins, 51 000 gants stériles, 1 95 000 masques chirurgicaux, 10 000 surchaussures, 18 900 écouvillons de transport, 2 400 thermoflash, 28 respirateurs, 10 extracteurs d'oxygène. Voilà un peu le matériel que nous sommes en train de sortir pour pouvoir, n'est-ce pas, toujours continuer à améliorer la protection du personnel de santé. Et ce matériel sera disséminé à travers les différents centres? Bien entendu, puisque nous sommes dans le cadre d'une décentralisation. Et il y a des systèmes de gestion des incidents sur le plan régional qui vont s'occuper de la dissémination de ce matériel. Et donc, nous le faisons directement aux régions pour que ça atteigne le dernier centre de santé et ça atteigne le dernier personnel de santé pour qu'il soit protégé dans le cadre de cette pandémie. Monsieur le ministre, nous parlons du 15-10, dont on ne dit pas beaucoup de bien. Oui, je sais qu'à un moment donné, nous avons eu beaucoup de saturation. Je ne voudrais pas expliquer la saturation que nous avons eue, mais nous avons eu beaucoup de saturation avec des appels fantaisistes, avec des appels de détresse. Donc, nous l'avons eu à un moment donné, mais nous sommes en train de migrer vers une plateforme. Et avec la décentralisation, ce qui est déjà faisable aujourd'hui, c'est que nous avons décongestionné le centre, le 15-10 au niveau national. Nous les avons maintenant au niveau régional. Ça veut dire que vous êtes à Bertois, vous appelez le 15-10, c'est quelqu'un de Bertois qui vous répond. Vous êtes en Ngaoundéré, vous appelez le 15-10, c'est quelqu'un de Ngaoundéré qui vous répond. Vous êtes à Douala, vous appelez le 15-10, c'est quelqu'un de Douala qui vous répond. Et le 15-10 au niveau national, qui était assez encombré, va rester comme cet organe de régulation qui apportera maintenant des réponses stratégiques qu'on ne peut pas avoir au
au niveau régional. Et donc, et là, nous sommes en train de réfléchir pour migrer le 1510 en une plateforme de télémédecine. C'est-à-dire que de manière à ce que nous pouvons faire des consultations au niveau de 1510 ici, au niveau du centre des urgences, par appel vidéo, par un certain nombre de choses, mais comme nous pouvions déjà le faire. De manière pérenne, pardon, ou juste pour le Covid? Non, nous allons aller de manière pérenne. C'est quelque chose qui était déjà en étude. Nous étions un peu avancés, disons-le comme ça. Le Covid est venu perturber notre avancée sur ce point-là. Nous le reprenons simplement et puis je crois que ça devrait aller de manière pérenne. Alors, le personnel de ce centre des urgences là, quand même fait parler de lui dans les faits divers il y a quelques jours. Est-ce que tout est définitivement rentré dans l'ordre de ce côté-là? C'est bien dit de manière dans les divers, parce qu'en réalité, ce n'était pas quelque chose d'assez sérieux. Nous avons simplement compris les préoccupations, nous avons apporté des réponses à ces préoccupations et définitivement aujourd'hui, nous travaillons assez sereinement au niveau du centre des urgences et il n'y a plus d'autres choses à faire. Et maintenant, place à la revue de presse, une signature de Franck Evina. Le FMI met à la disposition du Cameroun 135 milliards de francs CFA. Cameroun Tribune nous apprend que c'est un renfort contre le Covid-19. Face à la presse, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, indiquait que ces fonds serviront exclusivement à financer les besoins du ministère de la Santé publique dans la lutte contre la pandémie. Un prêt qui tombe à pic alors que le pays a franchi la barre de 2000 cas. Le rôle des relais communautaires s'avère indispensable. D'où cette campagne de sensibilisation menée par le ministre de la Communication auprès des chefs religieux, magistrats municipaux et autres chefs traditionnels. Le but étant notamment de mettre fin à ces comportements à risque observés ça et là. Les populations qui tombent le masque à Ibolova, les bars qui grouillent de monde à Bertois ou encore ces attitudes inciviques dans la gestion des défunts de Covid-19. Des constats qui amènent le jour à parler d'un grand relâchement depuis l'annonce de l'allègement de certaines mesures barrières. Ainsi, le corps médical au front se prépare-t-il à avoir plus de malades et de décès. Le signal d'alerte est ainsi amplifié par les médias. Mutation constate que la maladie fait la une des journaux télévisés. À la radio, l'on est à l'écoute du coronavirus pendant que la presse cybernétique surfe sur la vague de la pandémie. Parlant aussi du rôle des médias dans la crise, le journal Le Jour évalue l'impact du téléenseignement sur la radio et la télévision nationale. Feedback positif selon Tewi Lambiv, directeur délégué CRTV Productions, qui s'exprime dans les colonnes du quotidien bleu. Dans Mutation, Charles Awono Onana de l'Université des Montagnes explique que les cours à la télé, tout comme les cours en ligne, entraînent une évolution dans l'approche pédagogique. Évolution comme dans le processus de rapatriement des compatriotes bloqués à l'étranger grâce à la mobilisation du gouvernement sur instruction du chef de l'État Paul Biya. Le retour au bercail a déjà commencé. La revue de presse était sur la scène. Alors Marie-Roger, vous êtes préoccupée par la question de la coopération sous-régionale en rapport avec la lutte contre le Covid-19. Tout à fait. L'une des choses qu'on a remarqué dans les pays où ça a éclaté avant, chez nous ici, en Europe et ailleurs, qu'il y a un individualisme forcené qui s'est mis en place. Alors chaque pays a mis en place sa stratégie et les signes, les gestes de coopération ont été très très rares. Ici au Cameroun, qui se trouve en Afrique centrale, est-ce qu'il y a des mécanismes de prévu ou même la volonté de coopérer avec d'autres pays? Est-ce qu'il y a un intérêt pour ça? Vous avez évoqué quand même le lien avec le Sénégal, que vous êtes en relation avec eux pour voir si les tests là-bas peuvent être utilisés. Mais qu'est-ce qui est mis en place? Parce qu'on n'est pas obligé de faire aussi mal qu'ailleurs. Disons que sur le plan déjà du continent africain, nous avons eu, pour la région OMS, nous avons eu une réunion par visioconférence avec l'ensemble des ministres de la Santé du continent africain. Nous sommes exprimés sur les bonnes pratiques, sur ce qu'il y a lieu de faire. Donc nous sommes, disons-le comme ça, nous sommes en contact avec les autres. Maintenant, sur le plan de la zone CEMAC, de la sous-région,
Il vous souvient que j'avais présidé en tant que président en exercice des ministres de la Santé de la zone SEMA une réunion à Douala qui visait à valider un plan de riposte en urgence. Et ce plan de riposte est en train de s'opérer. Nous avons eu il y a cela 2 semaines l'OCA qui est venu faire des dons au niveau des frontières, des 3 frontières à Kiossi. Ils sont passés par d'autres frontières au niveau de Garoua-Boula et tout. Donc il y a quand même quelque chose qui se fait sur le plan sous-régional aussi. Et maintenant, de pays à pays, nous discutons avec les autres. Je l'ai dit en début d'émission que nous parlons avec le Sénégal, nous parlons avec la Centrafrique pour la gestion d'ailleurs de nos camionneurs qui oui, parce qu'il y a eu des incidents. Oui. Nous parlons avec le Gabon. Donc, il y a quand même cette synergie qui se dessine, suivant que nous ayons des préoccupations de part et d'autre. Donc, en réalité, c'est une coopération qui existe. Qui est à quel, concrètement, ça se manifeste comment? Concrètement, c'est le partage de bonnes pratiques. D'accord. Donc, c'est déjà le partage de bonnes pratiques. Okay. Vous savez, en termes d'épidémie, si vous luttez, vous vous organisez mieux chez vous, mais si son voisin n'est pas bien organisé, vous allez toujours avoir une importation de l'épidémie. Et donc, c'est pour ça qu'on a intérêt à ce que de part et d'autre, nous accordions sur un minimum d'actions à mettre en œuvre pour que la propagation ne dépasse pas les frontières nationales. 135 milliards de francs CFA, c'est le montant du décaissement du Fonds monétaire international au profit du Cameroun. Cette enveloppe a pour objectif de permettre au Cameroun de faire face aux conséquences économiques du Covid-19. Pour en savoir plus, nous écoutons le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, est en focus dans cette édition de Scène de Presse. C'est essentiellement pour nous aider à faire face. Il faut pouvoir soigner les Camerounais, il faut pouvoir relever les hôpitaux, bref, tout ce qui est sur le plan sanitaire. Il revient aux autorités compétentes, notamment le ministre de la Santé, de nous dire quels sont les projets qu'il veut réaliser sur ce plan-là, quels sont ses besoins, et puis voilà, le financement sera fait. Il faut savoir qu'au niveau du FMI, le premier principe, c'est que les pays ont chacun ce qu'on appelle une quote-part. Il y a un certain nombre de pays qui ont des quotes-parts supérieures au Cameroun. Le Nigeria a une part extrêmement importante. Il est donc normal que vous ayez en fonction de votre quote-part. Le deuxième principe, c'est que dans la réglementation actuelle au niveau du FMI, aucun pays ne doit recevoir dans un espace-temps de 12 mois. Aucun pays ne doit recevoir plus de 100% de sa quote-part. Le Cameroun est sous programme avec le Fonds monétaire. Un programme avec décaissement. Ces 2 dernières revues ont amené les décaissements à un montant de 40% de notre quote-part. Tant que nous sommes dans l'espace de 12 mois, il restait 60%. Parce que ces autres décaissements sont pris en compte. Il se fait seulement que les autres pays, certains des pays que vous avez cités, le Sénégal, est sous programme avec le FMI, mais eux, ils avaient adopté un programme qu'on appelle le programme sans décaissement. Ce qui fait que maintenant, comme eux aussi, ils ont voulu avoir les 100%, ils avaient pleinement les 100%, d'où la différence dans le montant. La première lettre qui est partie du ministère des Finances ici au Cameroun, je crois, ça date du 17 mars. Le dossier Cameroun était prévu passer jusqu'au conseil d'administration du 28 avril. Et puis, le 27, en tant que représentant de l'État, moi j'ai eu à redire sur un certain nombre de choses dans le projet qui était là, parce qu'il faut le rappeler, hein, c'est pas des dons qui sont faits, hein, c'est prêt. Retour sur le plateau de Scène de Presse, 9,5 milliards d'engagements par le gouvernement camerounais depuis le début de cette crise sanitaire. Monsieur le ministre, quelles sont les priorités en matière de dépenses? Nous allons là pleinement dans le cadre de la décentralisation de notre réponse.
Vous savez, tant que nous sommes restés avec la réponse au niveau national, il y avait un risque, n'est-ce pas, d'oublier ou de ne pas atteindre des zones les plus reculées. Or, avec la décentralisation, chaque région, n'est-ce pas, prend en charge un certain nombre de préoccupations et s'occupe, n'est-ce pas, de cette riposte au niveau régional, de contact tracing, de la prise en charge des cas et tout le reste. Donc, notre première priorité aujourd'hui, c'est la mise en place des centres spécialisés. Nous sommes très avancés à Yaoundé et à Douala, mais dans d'autres régions, nous sommes encore en train de formuler, de structurer cela. Donc, nous sommes là dans ce sens. Mais disons-le clairement, parce que nous devons sortir de cette pandémie avec un système de santé qui soit renforcé. Et donc, nous voulons, dans un premier temps, avec les opportunités que nous pouvons avoir en termes de financement, aller jusqu'à la base, c'est-à-dire prendre d'abord le centre de santé intégré, le centre médical d'arrondissement, l'hôpital, le district, et les mettre à niveau. De manière à ce que nous ayons à ce niveau-là de formation sanitaire les soins qui puissent répondre aux standards. Et donc, quand on aura passé le Covid, nous allons rentrer dans la couverture santé universelle. On va trouver quand même qu'il y a un système de santé qui est robuste à ce moment-là. Donc, voilà les priorités que nous avons aujourd'hui, c'est relèvement des formations sanitaires de ces catégories pour que, à ce niveau, nous ayons déjà un niveau assez, des équipements ou un plateau technique standard. Maintenant, après cela, la décentralisation qui prendra en charge les centres spécialisés de prise en charge du Covid. Nous allons rentrer dans les équipements de protection individuelle parce que je l'ai dit tantôt, nous tenons à ce que le personnel de santé soit protégé. Nous rentrons dans les équipements d'assistance respiratoire en précisant ici que s'agissant des produits, des médicaments qui rentrent dans notre protocole de soins, pour le moment, nous en avons assez. On peut soigner environ 50 à 60 000 Camerounais. Et donc, nous pensons que sur ce point, on a moins de problèmes. L'autre priorité qui est également quelque chose qu'il faudra rapidement mettre en place, c'est des sortes de... Vous savez que le président de la République avait décidé de la mise en place du SAMU au Cameroun. Et donc, nous voulons faire des sortes de petits SAMU, même si on n'a pas assez, c'est-à-dire pour pouvoir faire véritablement ce SAMU, mais faire des sortes de petits SAMU, que nous ayons un pôle à Douala, un pôle à Yaoundé, un autre à Garoua, à Bafoussam, à Bamenda, mais qu'on ait des pôles, de petits centres comme ça, qui puissent faire le travail que nous devons lui confier, c'est-à-dire lorsqu'il y a un malade ailleurs, qu'on puisse aller le chercher, le ramener dans une formation sanitaire. Il y a quelqu'un qui déstresse là-bas, qu'on puisse le prendre pour amener dans une autre formation sanitaire, donc qui fait ce travail au niveau régional. Donc nous sommes en train de réfléchir et de pouvoir si les moyens nous permettent de tenir ces priorités-là dans le cadre de la décentralisation. Vous parlez des moyens, il y a beaucoup de décaissements qui sont faits dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Quels sont les gages de transparence dans la gestion des ressources financières allouées au Covid-19? Généralement, ce n'est pas celui qui est contrôlé qui dit « je suis transparent » ou pas. Il est bon que lorsque celui qui vient contrôler dise « oui, il y a quand même un peu de la transparence, il y a beaucoup plus de visibilité ». Mais pour parler de cela, ce que nous avons fait en ce moment, c'est que, je l'ai dit la dernière fois, nous avons désigné un ordinateur unique, n'est-ce pas? Nous avons un régisseur qui est autre que votre serviteur en ce moment. Et donc, sur ce point, je me donne la possibilité de regarder ce qui est fait. Maintenant, en interne, on a mis en place une commission, bien que les procédures qui nous ont été consenties ne le disent pas, mais on a mis en place une commission qui doit regarder chaque équipement à commander et valider les prix. Et cette commission est composée des responsables du ministère de la Santé, mais des marchés publics, des finances et tout le reste. Donc, c'est une commission interministérielle qui valide les prix, qui valide les commandes et qui s'assure que les choses partent. Maintenant, un autre niveau de sécurité, c'est l'huissier. Lorsqu'il est livré un matériel, il est livré par devers un huissier. Et c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs, que nous ayons à chaque fois un espoir d'huissier pour chaque livraison,
pour nous assurer que le matériel qu'on nous a commandé a été effectivement livré. Et lorsqu'il y a une sortie, qu'on ait un ordre de sortie pour s'assurer qu'effectivement le matériel qui a été livré, réceptionné, est sorti au bénéfice de telle ou telle autre structure. Donc voilà un peu le mécanisme que nous avons mis en place. Et pour le moment, je crois que nous avons des bons résultats parce qu'il y a un compte d'emploi qui est produit chaque semaine. Et si vous arrivez à mon bureau, vous allez trouver des paraphènes comme ça. C'est des comptes d'emploi qui est produit chaque semaine parce que nous voulons nous assurer que les choses sont bien gérées. Marie-Rosée, une dernière question? Alors, une dernière question, donc, comme c'est la dernière, c'est faire un petit résumé de la situation qu'on a vue. Là, vous venez de nous donner un certain nombre d'explications sur le travail quand même qui est très remarquable, qui est effectué au Cameroun et qui est effectué en Afrique de manière générale, et dont le Cameroun, par le gouvernement de Dion Ngouté, dont vous faites partie. Mais je me demandais, là, on a beaucoup pronostiqué une catastrophe en Afrique. On a annoncé des chiffres absolument horrifiques de morts, de victimes. Ça n'a pas l'air d'être le cas. De toute façon, le rythme annoncé n'est pas visible en ce moment. On ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On n'est pas tiré d'affaire encore. Mais on a fait quand même des compliments aux pays africains, dont le Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a eu une rapidité de mesures prises au moment où vous vous êtes rendu compte qu'ailleurs, il y a cette épidémie galopait partout, vous avez fermé les frontières, il y a eu toute une liste de choses qui ont été évoquées. À votre avis, dans votre analyse, ce n'est pas de la foi ni de la croyance, c'est votre analyse à vous, qu'est-ce qui explique que le continent africain est moins touché que ce qu'on a prédit et que, que les Africains ont l'air de résister beaucoup mieux à cette pandémie qu'on l'a également pronostiqué. Certains s'en réjouissaient d'ailleurs, ou d'autres pas. Et ça a fait l'objet de tribunes d'intellectuels africains. Ici, quelle est votre position, votre regard sur ce qui a été fait et ce qui nous reste à faire? Sincèrement, s'il m'était demandé de dire quelque chose en tant que moi-même, je n'exclurais pas ce que vous avez appelé la foi ou la croyance, parce que je dirais que Dieu nous aide. Ça, je le dirais effectivement, qu'il y a une main divine qui protège les moins nantis ou les moins, c'est pas moi, organisés, comme on a toujours l'habitude de qualifier les pays africains. Maintenant, sur le plan scientifique, parce que on peut également s'interroger, mais sauf que là nous sommes dans le cas d'un virus qui mute régulièrement, et nous pensons d'ailleurs que celui que nous avons en ce moment est en train de monter en puissance. Il n'y a rien de particulier que vous pouvez expliquer. Seulement, nous avons effectivement, comme vous avez dit, pris des mesures de prévention, de préparation de notre pays à une éventuelle importation. Nous avons, lorsque nous avons eu les premiers cas, pris des mesures pour pouvoir, j'allais dire, maîtriser l'épidémie, maîtriser le virus, parce qu'il fallait très vite circonscrire, n'est-ce pas, les foyers de l'épidémie, prendre en charge les personnes qui sont infectées, suivre les contacts et pouvoir également précocement identifier ceux qui sont à risque. Je pense que c'est une démarche qui peut, n'est-ce pas, une démarche qui peut amener à amoindrir l'effet de l'épidémie, qui peut amener à freiner la propagation du virus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je continue à plaider pour que nous puissions continuer à observer strictement ces mesures barrières et ces mesures de distanciation, ce port obligatoire de masque, parce qu'il n'y a pas de magie en cela. C'est-à-dire que si nous progressions avec cela de manière stricte, de manière réfléchie, nous sommes à même de continuer avec la maîtrise de l'épidémie comme nous sommes en train de le faire. Je crois que tout le monde devrait le comprendre. Mais à côté de cela, permettez-moi, madame, de dire qu'il est aussi bon, autant que nous sommes en train de maîtriser
l'épidémie jusqu'ici, il est aussi bon que les autres composantes de la société, les autres composantes de notre système de santé jouent pleinement leur rôle. Parce que nous voyons par ailleurs qu'il y a des enfants qui ne sont plus vaccinés, alors qu'on peut toujours avoir des épidémies de rougeole et tout le reste. Tout à fait. Nous voyons que les gens ne suivent plus leur pathologie au niveau des formations sanitaires. Il faut que cela ne soit plus ainsi, parce qu'il faut que nous continuions à immuniser nos enfants pour que demain, après le Covid, que nous puissions continuer à avoir une population en très bonne santé. Donc, il faut continuer à aller à la vaccination, à porter les enfants, se faire vacciner et tout le reste. Madame, Monsieur, nous retrouvons Daniel Menanga maintenant pour les unes du lundi. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Lucrèce. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir à votre illustre panel ce soir. Vous verrez dans les kiosques ce lundi, Covid-19 encore, l'économie report met en lumière ces secteurs qui ne connaissent pas la crise. Oui, il y en a. Depuis le début de la pandémie, ils sont moins impactés et tirent mieux leur épingle du jeu. Qui sont-ils? Eh bien, réponse en page 3 du journal de Thierry et Kouti. Intégration évoque la relation coronavirus et récession économique. La CEMAC, les bailleurs et la dévaluation du franc CFA, le journal de Thierry Ndong, indique entre autres que face à l'érosion continue de réserves monétaires extérieures et la fragilisation de la parité franc CFA euro, les pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale sollicitent les institutions de Bretton Woods. Pages 6 et 7 pour les détails. Défi actuel dans la même vague tire également des conséquences et nous dit que les mesures fiscales vont coûter 114 milliards de francs CFA à l'État. Ce manque à gagner concerne les recettes fiscales internes à hauteur de 92 milliards de francs CFA et 22 milliards au titre des recettes douanières. Détail en pages 2 et 3. Mutation sur la vie chère déclare que la SICAM se démasque pour avoir mis sur le marché des cache-nez à des prix élitistes. La cotonnière industrielle du Cameroun essuie de vives critiques. L'enquête du quotidien de la South Media Corporation à lire en page 7. The Guardian Post says on front page that the Central Committee summons quarreling Santa CPDM elite. Details on page 3. Et puis enfin, Cameroun Tribune à la une, 3600 emplois à pourvoir. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative vient de lancer une série de concours directs et professionnels à l'intérieur, à l'intention des chercheurs d'emploi, secteurs ciblés, justice, poste et télécom, journalisme, cadastre, entre autres. Et si vous voulez en savoir davantage, vous achèterez Cameroun Tribune et lirez les pages 16 et 7. En page 16 et 17, toujours dans Cameroun Tribune, petite une et nécrologie. Cameroun Tribune rend hommage à un confrère, Simon Meyanga, n'est plus l'ancien militant et journaliste en service au secrétariat à la communication du RDPC est décédé ce dimanche au CHU de Yaoundé des suites d'une courte maladie. C'est une grande perte pour la famille de la communication au Cameroun. Mes condoléances à tous les confrères. Lucrèce. Daniel, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse, une édition dédiée à notre confrère Simon Meyanga. Vous l'avez dit, Simon Meyanga décédé ce dimanche matin des suites de maladie, produit de la 31e promotion de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique. Simon Meyanga était un habitué des plateaux. Nous saluons ce soir la disponibilité de ce communicateur parti à 54 ans et ses contributions au débat républicain sur les antennes de la CRTV et sur le plateau de Scène de Presse en particulier. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci au docteur Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, et Marie-Roger Biloa, la présidente du groupe Africa International et de Melby Network, qui étaient nos invités ce soir.
La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.